Bonjour, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. On est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que malgré les difficultés liées au coronavirus, vous êtes en pleine forme pour attaquer la semaine. Voilà, donc je reviens pour continuer cette initiative que j'ai prise de m'adresser aux Ivoiriens pour apporter ma contribution dans la vision de notre vie politique, de notre vie nationale. J'ai fait deux premières vidéos, malheureusement, qui n'ont pas été à la hauteur parce que le son était trop faible, du fait que j'utilisais des écouteurs. Et ça, je me suis rendu compte que longtemps après, ces écouteurs-là font que le son de la vidéo n'était pas assez perceptible. Donc aujourd'hui, vous remarquez que j'ai pas d'écouteurs et qu'on va faire la vidéo directement. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, mais avant toute chose, permettez-moi de souhaiter prompt rétablissement à toutes les personnes malades du coronavirus qui sont sur les lits d'hôpitaux aujourd'hui. Et au-delà des malades du coronavirus, à tous les malades de Côte d'Ivoire, je leur souhaite un prompt rétablissement. Et puis, saluer la mémoire de tous les décédés, toutes les personnes décédées qui, soit du coronavirus, soit d'autres choses, et qui ont endeuillé des familles. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui, comme à l'habitude, de politique. Alors, politique de façon globale, mais dans un format que je vous propose de traiter chaque semaine un sujet. Chaque semaine, ça sera tous les mardis. On va appeler le rendez-vous politique du mardi, ou bien le rendez-vous du mardi politique. Mais chaque mardi, on va traiter un sujet. Là, je vais vous donner un peu la feuille de route d'une certaine manière des sujets que nous allons traiter, de façon à ce qu'on sache la semaine prochaine de quoi nous parlerons. La politique, chez nous, vous savez, fait l'objet de beaucoup de débats et beaucoup de choses se disent. Moi, je pense qu'il faut essayer d'orienter les débats de façon à ce qu'il y ait plus de lucidité, plus de précision dans ce qu'on dit. Donc moi, chaque mardi, je vais proposer un sujet. Ce mardi-là, aujourd'hui, donc mardi, je propose de traiter le premier sujet qui concerne notre indépendance. Sommes-nous vraiment indépendants? Ça, c'est le premier sujet que nous allons traiter. On va essayer de le développer, d'où est venue notre indépendance, comment elle est venue et quelles sont les conséquences de cette indépendance, qu'est-ce que ça nous a apporté depuis 60 ans. Donc, on va décortiquer notre indépendance. Puis, après l'indépendance, on va passer sur un deuxième sujet, donc la semaine d'après, on va traiter les partis politiques. Le parti politique, qu'est-ce qu'il nous apporte? Comment il est venu? Comment il est fait? Pourquoi on est passé du parti unique au multipartisme? Est-ce une illusion? Est-ce une réalité? Ça, on va le traiter dans un deuxième cas. Puis, la troisième semaine, on va parler de notre régime politique. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime présidentiel, régime qu'on a hérité de la colonisation donc de la France. Est-ce que ce régime présidentiel nous convient? Qu'est-ce que ça nous apporte comme problème? Qu'est-ce que ça nous apporte comme plus, comme bien dans notre développement national? On va traiter ça, le régime présidentiel. Si ce régime présidentiel-là ne nous convient pas, ce qui est mon avis, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Je parlerai du régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est un régime que nous allons développer, que plusieurs hommes politiques ont évoqué, des hommes politiques de premier plan, comme le président Gbagbo, lors de son débat en 2010 avec le président Ouattara, parlait de régime parlementaire. Le président Mandou Coulibaly aussi, des fois, dans ses entretiens, dans ses débats, dans ses vidéos, parle aussi de régime parlementaire. Donc, moi aussi, je pense que c'est un régime qui pourrait nous convenir. Donc, on va développer, selon moi, on va développer donc ce régime parlementaire. Et puis, on passera à un autre sujet qui est la corruption. La corruption, vous savez que c'est la plaie. Quel est le lien entre la corruption et le sous-développement? Ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Pourquoi, quand quelqu'un est nommé ministre, quand quelqu'un est nommé directeur, quand quelqu'un a une responsabilité politique, subitement, cette personne-là devient riche? Normalement, on est riche quand on est industriel, quand on est chef d'entreprise.
Mais nous, non, vous êtes un simple professeur de lycée ou même d'université, vous gagnez votre salaire, vous gagnez 800 000 ou 1 million, je ne sais pas combien il gagne, et puis demain vous êtes nommé ministre, et du jour au lendemain, ben, on devient millionnaire. Bon. Tout ça, comment c'est venu, pourquoi cela? Et puis, on va traiter aussi du franc CFA. Le franc CFA qui fait débat dans tous les médias, dans toutes les sphères politiques, on parle du franc CFA. Mais qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Quand vous voyez un papa qui fait son cacao au village, parler de franc CFA, est-ce qu'il y comprend quelque chose? Donc, dans quel langage il faut expliquer ce franc CFA-là pour que la maman qui fait de la tchéké et qu'elle vient vendre en ville comprenne ce que c'est que le franc CFA? Le papa qui fait son cacao, qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Et puis celui qui fait de l'export, qui vient acheter du produit à l'étranger, hors de la zone franc pour aller le vendre, ou qui vient vendre en zone CFA, en zone hors CFA, quel impact ce franc-là a sur son commerce? Ça, je pense qu'on en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent suffisamment, parce que les techniciens, les économistes qui parlent du franc CFA dans des thèmes trop techniques. Pour nous, le citoyen lambda, qui ne sont pas économistes, qui ne sont pas des gens de sphère, ce sera difficile à comprendre. On parlera du franc CFA. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est aussi important, c'est nous-mêmes, notre comportement. Est-ce que tout ça, c'est la faute de l'autre? Est-ce que nous aussi, on n'a pas notre responsabilité là-dedans? Voilà, il faut s'interroger. Donc, moi, je pense qu'il faut faire notre introspection pour savoir quelle est, nous, notre responsabilité dans cette situation de misère économique, de misère que connaît nos pays depuis 60 ans. Est-ce que nous y sommes pour quelque chose? Donc voilà, présenter globalement les différents sujets, les différentes questions que nous allons traiter dans les semaines à venir. On m'a dit aujourd'hui, donc le premier sujet, c'est « Sommes-nous vraiment indépendants ?» Cette question, elle est importante parce que tout part de là. Si on n'est pas indépendant, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est peine perdue. Si on est indépendant, ben pourquoi jusque-là, on n'avance pas? Parce que figurez-vous que dans les années 60, quand on nous donnait notre indépendance, des pays comme la Corée du Sud, les pays comme tous les pays, on va dire, saoudiens, les pays... les pétroliers du Moyen-Orient, c'était des pays qui étaient pratiquement au même niveau que nous. Aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï pour faire des courses, mais Dubaï, même à l'époque, je ne sais pas si ça existait. Donc, pourquoi nous, plus on avance dans le temps, plus on s'enfonce dans la misère. Donc, c'est-à-dire que l'avancement dans le temps et notre misère sont inversement proportionnels. On avance 60 ans d'indépendance et on recule du point de vue du développement. Donc, ça, il faut qu'on comprenne. Donc, sommes-nous vraiment indépendants? Moi, je vais faire un rappel, parce qu'on ne peut pas comprendre le présent si on oublie, on ignore son passé. Comment est venue notre indépendance? Pour être indépendant, il faut se battre. On se bat pour prendre son indépendance. On n'attend pas qu'on vienne nous donner l'indépendance. Nous, on nous a donné l'indépendance. Mais comment c'est venu qu'on nous donne l'indépendance? Prenons Houphouët-Boigny, ce qu'on appelait à l'époque les pères fondateurs, Sékou Touré, Léopold Senghor, tous les autres. Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, tous ces grands hommes d'État qui se sont battus à la tête de leur pays, qui était encore à l'époque des colonies, pour prendre l'indépendance, pour libérer nos peuples. Le travail forcé, vous savez qu'on nous a chanté ça à l'école, c'est Houphouët-Boigny qui l'a aboli. Oui, ils se sont battus. Et puis, pour être plus unis, plus cohérents dans leur lutte, ils ont créé le Rassemblement démocratique africain qu'on appelle les RDA aujourd'hui. Donc, tous ces partis-là, PDCI, RDA, dans tous les pays, vous avez le parti et le RDA. C'était des partis uniques. Et ils ont commencé donc à s'organiser, à se battre pour notre indépendance. Et pour la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, qui était à la tête du PDCI, s'est vu opposer un parti qu'on appelait le Parti progressiste. Ce parti progressiste a été créé et financé par la France pour contrer Houphouët-Boigny. Il y a eu des guerres, enfin des guerres, des luttes, ouais, on va dire des guerres même pratiquement, dans des zones comme Dimokro, comme Bouaflé, comme Séguéla, Aferi. Les gens, ils se sont battus
pour l'indépendance d'un camp, au Houphouët-Boigny, et pour ceux qui ne veulent pas l'indépendance, les partis progressistes. Jusqu'à ce qu'au fait, ils s'aperçoivent que cette lutte-là, elle est perdue d'avance. Donc, ils jettent l'éponge et disent à De Gaulle, ok, moi, je suis d'accord avec ce que tu proposes, et ils signent ce qu'on appelait l'indépendance dans la communauté. Indépendant dans la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes indépendant, mais nous sommes quand même ensemble. Il n'y a que Sékou Touré qui a réussi à dire non, parce que pour lui, c'était inadmissible qu'on soit indépendant, mais en même temps, on reste encore avec la France pour tout ce qui est des questions économiques. Donc, on nous fait signer ce qu'on a appelé des accords de défense et de coopération monétaire. Ça veut dire quoi? On dit ces accords secrets, mais aujourd'hui on comprend que ces accords secrets-là, c'est que tout ce qui concerne votre commerce international, tout ce que vous vendez à l'étranger, c'est nous qui le contrôlons, vous ne pouvez rien faire à l'extérieur sans que la France nous donne son aval. Et puis, la base militaire qui est à Abidjan, qu'on appelle le 43e BIMA, était là, en réalité, on dit c'est pour nous protéger, mais en réalité, c'est pour protéger ces accords-là, pour ne pas qu'un président vienne et remette ces accords-là en cause. On a vu récemment ce que ça a donné avec le président Gbagbo en 2010-2011. Donc, on arrive aux indépendances. Et puis, une fois qu'on a ces indépendances-là, nos pays sont des pays indépendants, mais soumis à la France. On ne peut rien faire sans que la France nous donne son aval. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des chefs d'État, nous avons des situations totalement évidentes pour lesquelles on se pose des questions. Pourquoi des choses si évidentes ne sont pas faites alors qu'on pouvait le faire? Pourquoi nos présidents ne le font pas? Mais en réalité, c'est parce que nos présidents ne sont pas libres. Le président, quand il est élu, il vient à Paris. Quand il vient à Paris, on lui dit « Monsieur, félicitations pour votre élection. Élu ou placé ?» Ça, il faut bien comprendre. Voilà votre feuille de route. Votre feuille de route, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Si vous ne faites pas ça comme ça, mais voilà ce qui risque de vous arriver. Et à partir de ce moment-là, le président, il a les mains et les poings liés. Il ne fait pas, il va avoir des problèmes. Donc, voilà un peu pourquoi, selon moi, mon analyse, on n'arrive pas à décoller parce que on ne peut pas faire ce que nous avons envie de faire. Le président élu, il sait que mettre 100 élèves dans une classe n'est pas une bonne chose. Donc, il a besoin de construire des classes, des collèges, des lycées, des écoles, pour qu'il y ait moins d'élèves dans les classes. Mais le chef vous dit non, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas l'autorisation de le faire, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc le président, il ne le fait pas. Et nous, citoyens, on dit, mais ce président-là, bon sang, qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'on n'a pas de route. Il voit que les classes ne sont pas suffisantes pour les enfants. Il voit que dans un hôpital, il n'y a pas d'équipement, de plateau technique. Et il ne fait rien. Il n'est pas bon, il faut le chasser. Mais ce président-là, quand on le chasse, qu'on prend un autre, on s'aperçoit que lui non plus, il n'est pas bon. Lui non plus, il n'est pas bon. Donc, on va passer de il n'est pas bon à il n'est pas bon. Tous les Ivoiriens seront présidents et on ne trouvera pas le bon président. On a fait un coup d'État à Bédié. On a considéré qu'il n'était pas bon. Il ne faisait rien pour nous. On l'a chassé. Et puis, il y a eu Gueye. Bon, Gueye, c'est une parenthèse. Puis, il y a eu Gbagbo. Le même, il n'est pas bon, est revenu. Gbagbo, on n'en veut pas. Il n'est pas bon. C'est un dictateur. C'est un ceci, c'est un cela. Il est xénophobe. On a chassé Gbagbo. Il n'est pas bon. Et puis, Ouattara arrive. Et on s'aperçoit 2-3 ans après, il n'est pas bon. Vous voyez, donc, il n'est pas bon là, mais tout le monde va passer. Akobe va venir, il sera président, il n'est pas bon. Monsieur, enfin, tous les Ivoiriens vont passer, ils ne seront pas bons. Donc, vous voyez, c'est là que se trouve le problème. Arrêtons un peu de voir les choses au premier degré et essayons de creuser un peu, de comprendre pourquoi tous nos présidents qui arrivent, ils ne sont pas bons. Je vous prends simplement un exemple, je dis, je ne vais pas très très long.
Parce que tous les sujets qu'on va développer après derrière nous permettront de comprendre. Parce que si je fais essayer de tout rentrer dans une vidéo, ça va être trop long, ça va être ennuyant. Après, vous n'allez pas me suivre jusqu'au bout. Prenons simplement l'exemple du Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré, après avoir tué Sankara, a fait le coup d'État de 83, est arrivé au pouvoir. Et puis, jusqu'en 2014, donc combien d'années après, 27 ou je ne sais plus combien, les Burkinabés n'en pouvaient plus. Et ils disent, ben, il faut qu'ils s'en aillent. Donc, le balai citoyen et tout ça, on a chassé Compaoré. Et je me rappelle que ça a fait la fête en 94. En 2014, en octobre, je crois 2014, les Burkinabés ont fait la fête. Ça y est, le dictateur est parti. Ça y est, nous sommes libérés. Maintenant, la démocratie va arriver. Maintenant, on va développer notre pays. Est-ce que vous voyez dans quel état est le Burkina aujourd'hui? Il n'est pas bon, Compaoré, on l'a chassé. C'est vrai, peut-être. Peut-être pas vrai. Dans quel état est le Burkina aujourd'hui? Christian Kaboré, Roch Kaboré, Kaboré est là. Ben, aujourd'hui, ça ne va pas, ça manifeste au Burkina. Au Mali, c'est pareil, dans tous les pays. Il n'est pas bon, ça manifeste, ça manifeste, ça manifeste. Donc, il faut qu'on arrête de voir les choses au premier degré, c'est-à-dire que de rendre responsable celui qui est là, il a forcément ses responsabilités. Parce que l'engagement politique qu'on prend, c'est d'aider son pays à avancer. Donc si tu trouves quelque chose qui ne convient pas, ben, il faut le dénoncer, il faut le dire à son peuple. Voilà, je ne peux pas faire parce que voilà, c'est si. Mais le risque, c'est que la foudre s'abatte sur ce président-là. On a vu ceux qui ont essayé de refuser. Comment il s'appelle? Thomas Sankara. Il a dit, nous, on préfère manger des feuilles de manioc. Donc être pauvre et des citoyens dignes. Il n'est plus là, Sankara. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est que ça fait peur de se rebeller contre ce système-là. Pour le président qui est en place, ça fait peur de se rebeller. Gbagbo, il est arrivé, on a tous vu, 18 mois après, on a traité des dictateurs, il a refusé le système, il a essayé pendant 10 ans d'essayer de... Voilà, aujourd'hui, il est à La Haye. Nous tous, nous savons pourquoi il est à La Haye. Donc, il faut qu'on arrête d'envoyer les gens à l'abattoir. Parce que quelqu'un qui a ce courage-là du président Gbagbo, qui a le courage du président Sankara, qui a le courage de tant d'autres, prend le risque de subir la foudre. Et tout le monde n'est pas courageux. Donc, certains présidents arrivent et disent, bon, de toute façon, même si moi je ne suis pas là, il y a un autre qui va arriver et qui va pouvoir faire ce que moi j'ai refusé de faire. Donc, à quoi bon de prendre des risques pour moi et pour ma famille? Moi, je fais comme on me demande de faire. Et puis, à la fin, quand je ne peux plus être là, ben, je m'en vais, je me suis enrichi au maximum et je vais vivre tranquillement. Donc, c'est là que notre réflexion doit être. Comment faire pour que le système mettre là des présidents qui soient protégés et qui puissent défendre l'intérêt de leur peuple. Donc voilà, aujourd'hui, on ne va pas être très très long puisqu'il y a d'autres sujets à développer. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la vidéo, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre les différentes séquences qui vont arriver demain. Je vous souhaite un bon week-end. Abonnez-vous, partagez la vidéo parce que c'est quelque chose qui, vous remarquez, va être différent des autres vidéos qui passent sur les réseaux sociaux où on accuse tel individu, on accuse tel parti politique. Moi, je considère que tous les partis politiques, tous les Ivoiriens, nous avons le même combat, le combat de notre indépendance. Arrêtons de se taper dessus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On est déjà mardi. Et puis, on se donne rendez-vous le mardi prochain pour traiter la question des partis politiques. Pourquoi de 60 en 90, on était sous le régime du parti unique, et puis du jour au lendemain, on passe au multipartisme. Réalité ou illusion? Réalité ou... Voilà. Voilà. Donc, là, on va développer ça pour comprendre. Donc, ce que moi j'ai l'intention de faire, c'est de petit à petit relever les failles du système politique dans lequel nous vivons pour que demain on puisse réfléchir ensemble quelles solutions nous allons pouvoir apporter. Donc je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite aussi une bonne santé, que le Seigneur protège tout le monde et que notre cher pays, la Côte d'Ivoire, retrouve demain le chemin du développement et de la prospérité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo surtout. Merci.